On peut également croiser les informations recueillies avant l'apprentissage et après l'apprentissage. Oui, je suis d'accord, mais pourquoi faire? À l'inverse de l'évaluation normative qui compare les individus entre eux, la démarche de comparaison avant-après, dite ipsative, vise à apprécier les progrès sur le plan individuel. Elle porte plutôt sur les modifications intrapersonnelles. L'idée ici est d'offrir à l'élève une possibilité d'apprécier son progrès réel en fonction de son niveau de départ. D'un point de vue pratique, elle passe par l'utilisation d'un pré-test avant la séquence d'apprentissage et d'un post-test au terme de celle-ci. Ce dispositif permet de calculer le gain de l'apprenant et de mesurer l'effet d'apprentissage à la suite d'une activité pédagogique. Prenons l'exemple suivant. En tenant compte de son niveau de départ, Samuel a 6 sur 10. Il lui manque donc 4 points pour atteindre le maximum. Dans un second temps, Samuel obtient 8. Il fait un bond de 2 points sur les 4. Il a donc fait une progression de 50% dans la maîtrise de la compétence. Parallèlement à cette question du pourquoi, il peut être aussi utile de se poser la question de qui observe et qui évalue. Oui, tout à fait. Dans un dispositif, au cours d'une séquence, ce n'est pas en effet toujours l'enseignant qui observe. L'élève peut aussi prendre en charge cet aspect. Il met alors en œuvre un processus d'auto-évaluation. Les élèves entre eux aussi peuvent prendre en charge ces aspects. Cela correspond plutôt à une évaluation par les pairs. Une évaluation peut être également prise en charge par un système externe à la classe. Là, on parlera d'épreuves standardisées ou via les logiciels. Atti met en avant que l'auto-évaluation, où l'élève donc prend en charge l'évaluation, constitue probablement une des pratiques qui a le plus d'effet sur la qualité d'apprentissage, avec une taille d'effet de 1,3, qui est donc parmi les plus élevées. Comment peut-on favoriser ce type d'approche? Par exemple, la technique des flashcards, des cartes comportant d'un côté la question et de l'autre la réponse, qui permet de mettre en œuvre ce principe. L'élève place les nouvelles cartes à apprendre dans une première boîte. Il prend une carte dans le compartiment étudié, il essaye de trouver la réponse est formulée en pensée, puis il regarde la correction au verso. S'il a répondu correctement, la carte est placée dans une deuxième boîte, sinon elle est remise dans la première boîte. Les cartes dans la première boîte seront vues tous les jours, les cartes dans la deuxième tous les 2 jours, les cartes dans la troisième tous les 4 jours, et ainsi de suite. D'accord pour l'auto-évaluation, mais comment peut-on envisager une évaluation où les apprenants s'évaluent les uns les autres? Eh bien, imaginons une situation où des étudiants révisent le travail de leur partenaire et expriment un avis, une appréciation, une rétroaction sur leur travail. Les documents partagés où on peut écrire à plusieurs mains facilitent cette approche. Ils donnent la possibilité de cibler à l'aide de commentaires différentes zones de texte et de pratiquer l'évaluation par les pairs. Comme le montre l'exemple, chaque personne peut ainsi poser sa pierre à l'édifice et fournir une relance ciblée sur différentes parties du texte. Cette démarche doit bien évidemment être accompagnée par l'enseignant, qui joue le rôle de guidant durant le processus de peer review. Les perceptions des apprenants quant à l'usage de l'évaluation par les pairs sont souvent mitigées, dans le sens que ceux-ci ont parfois tendance à se méfier du feedback qu'ils reçoivent de leurs collègues, et s'interrogent sur la légitimité et la pertinence et l'utilité de leurs remarques ou des commentaires. Il semble donc important de leur fournir des critères d'évaluation univoques afin que leur feedback, enfin en tout cas les feedbacks fournis à leur pairs, soient les plus constructifs possibles et les plus précis. Ce recours à l'évaluation par les pairs ne doit pas être systématique, mais elle doit avoir lieu quand l'activité s'y prête, et surtout quand on a suffisamment outillé, formé les apprenants à participer à ce type de démarche. Si nous revenons maintenant à notre schéma de départ, peut-on dire que le traitement de l'information fait référence à la question du comment? Exactement. On peut ainsi distinguer 2 logiques dans le traitement de l'information, à partir de la production d'un élève. D'une part, on peut juger les performances en la situant par rapport à d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle l'évaluation normative, et d'autre part, on peut la situer par rapport à des objectifs à atteindre. Il s'agit dans ce cas de l'évaluation critériée. Quelle est la logique de l'évaluation normative?
Eh bien, si la courbe de Gauss peut être intéressante dans le cadre d'une recherche, pour objectiver par exemple un effet d'une démarche sur l'apprentissage, elle nous semble, avec son caractère relatif, moins pertinent pour évaluer le développement de compétences. Elle consiste en effet à situer l'élève en comparant ses performances à celles d'un autre groupe d'élèves ayant réalisé la même tâche. Ce groupe de référence, qui peut être réel, les résultats d'un élève en comparaison à ceux des autres élèves de sa classe, ou virtuel, une moyenne statistique basée sur un grand nombre de mesures, comme pour le calcul du QI par exemple. Comme l'a montré il y a longtemps Posthumus, un chercheur hollandais, un enseignant qui privilégie cette approche tend toujours à ajuster son niveau d'enseignement et ses appréciations des performances des élèves, de façon à conserver d'année en année approximativement la même distribution gaussienne de notes. Deux élèves moyens, appartenant à deux classes différentes, obtiendront des résultats différents aux évaluations selon qu'ils appartiennent à une classe faible ou forte. Si la majorité des élèves est en difficulté, cet élève a plus de chances d'être surévalué. Il va être considéré comme le plus performant alors qu'il a peut-être un niveau moyen. Si le niveau de la classe est élevé, l'élève a plus de chances d'être sous-évalué, voire même jugé trop faible pour être promu, alors que son niveau moyen lui permettrait sans doute de réussir malgré tout. Cette forme d'évaluation n'a pas beaucoup de sens dans une situation de formation car elle est caractérisée le plus souvent par un sentiment de compétition ou de sélection. Elle n'aide pas réellement l'élève à progresser dans ce qu'il apprend et entraîne souvent un mécanisme de comparaison sociale qui peut être un frein à la collaboration entre les élèves. Et comment pouvons-nous définir l'évaluation critériée ? Eh bien, je dirais qu'elle est davantage au service des apprentissages. Elle a plutôt pour but de situer l'apprenant par rapport aux objectifs ciblés par l'apprentissage. L'exemple issu du site Partager des pratiques développé par Christian Watté et repris sur la dia montre que l'enseignant peut également traiter de manière qualitative les données issues des multiplications écrites des élèves. Si une lecture verticale permet de dresser le profil de chaque élève, une lecture horizontale permet de mettre en avant les sous-objectifs à atteindre. Si la pose des termes de la multiplication ne pose pas de problème, tout est en vert. On observe que les élèves sont davantage en difficulté sur l'étape de multiplication et sur l'alignement correct des produits intermédiaires lors de la démarche d'addition. Ces lignes comprennent beaucoup de cases rouges, signe d'un niveau non atteint. En s'intéressant au processus de l'élève, cette analyse permet d'orienter le travail par la suite et de préparer des remédiations efficaces car centrées sur des difficultés identifiées par individu et par objectif. Elle montre qu'un traitement qualitatif au détriment du quantitatif peut aboutir à une meilleure compréhension de la progression dans la maîtrise de la compétence.